peut-être que certains d'entre vous, mais il y en a peu, mais vous vous soupçonnez autiste. Alors, à ce moment-là, vous avez précautionneusement posé la question à vos proches, peut-être même à un professionnel, éventuellement un psychothérapeute qui vous suit depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, et en vous demandant, tiens, est-ce que c'est une question raisonnable ? Ou alors d'autres, vous avez reçu un diagnostic plus ou moins récemment, et alors vous avez voulu en parler ou à un proche ou à un professionnel de la santé. En fonction de la personne à qui vous en avez parlé, vous avez peut-être, probablement, sans doute entendu 3 petits points. L'autisme, c'est à la mode. La probabilité d'entendre ça, ça varie entre 47 et 72%. Donc tous les chiffres sont fondamentalement approximativement vrais et mériteraient d'être vérifiés, mais tenez-les pour acquis. Autre possibilité de question, comme le soulignait Véronique, un diagnostic. Pourquoi ? Alors là, la probabilité, elle est estimée entre 18 et 93% en fonction du moment de la question. Donc si vous la posez à un professionnel de la santé qui vous suit depuis un certain nombre d'années, généralement, il sera plutôt dans l'étonnement, voire dans la remise en question en se disant « mais moi, je n'ai jamais imaginé, soupçonné que cette personne était éventuellement autiste ». Autre remarque possible, fréquente, nous sommes tous un peu autistes. C'est assez répandu comme réponse. Et voilà, que ça vienne d'un professionnel, plus rarement, mais fréquemment de personnes plus ou moins avisées proches de vous. Réponse possible aussi, vous, autiste, non, jamais. Avec des variables, des variations dans les réponses. Je ne vous crois pas. Pas possible. Vous regardez dans les yeux. Et alors ça c'est une réponse qui concerne davantage des gens comme moi. C'est qui a réalisé ces fameux tests et s'est autorisé 3 petits points. Vous savez, l'autisme féminin, ça n'existe pas. Alors voilà, ça c'est des réponses qui me sont effectivement, qui sont possibles aussi, qui sont un peu plus pointues et qui vont être plus fréquentes à partir du moment 1, vous riez aux blagues. 2, si, en fonction de votre genre, évidemment. 3, si vous n'aimez ni les trains, ni les Lego, ni les dinosaures. Ou l'espace. 4, si on vous a diagnostiqué un trouble borderline, un trouble bipolaire, un peu de dépression, si vous vous sentez tout le temps fatigué et qu'en plus vous vous plaignez du bruit. Voilà. Ces conditions sont cumulatives, évidemment. Autre réponse possible, et qui est relativement fréquemment soit donnée par un proche, soit par un médecin contrôle, il ne faudrait pas que l'autisme devienne une excuse. Et puis la dernière réponse que j'ai retenue, c'est de toute façon, ça ne change rien. Et ça se veut plus ou moins bienveillant aussi comme réponse. Voilà, cette litanie, l'autisme c'est à la mode, jusque de toute façon ça ne change rien. Moi je vais vous proposer un peu d'aborder ces réponses en amenant des débuts de réflexion, parce que je pense que chaque réponse mériterait véritablement d'être développée et un chapitre en soi. Ça doit faire partie du 3e livre que je vais écrire bientôt. La question sous-jacente, c'est au-delà du fait de qui a raison, c'est vraiment de se demander pourquoi on en arrive à devoir se poser la question de savoir qui a raison. Donc comment il se fait que ce type de question arrive ? Et puis surtout, quels sont les enjeux cachés et éventuellement, comment y répondre ? Quelle réponse possible ?
Alors, l'autisme est à la mode depuis 17 ans. Lorsque j'ai proposé le titre à Flora, Flora me disait 17. Pourquoi 17? Ça, c'est une réponse, c'est une question d'autiste. Alors, 17. 17 parce que ma maman est née un 17. Ça, c'est pour faire plaisir aux psychanalystes. Voilà, c'est important. Mais 17, c'est parce que 2007, c'est la première diffusion de Big Bang Theory. Et moi, je reconnais qu'à l'époque, je ne savais pas ce qu'était Big Bang Theory. Et je rencontrais beaucoup de personnes qui me parlaient beaucoup de Big Bang Theory. Donc, c'est une série relativement connue, avec un des personnages principaux qui est autiste. C'est une série assez drôle. 17 ans, ça fait quand même longtemps. Et en plus, c'est plus tout à fait à la mode parce qu'il n'y a eu que 12 saisons. Donc, alors j'aurais pu dire 7. 2017, c'est la première diffusion d'Atypical. Alors c'est une autre série. 4 saisons seulement. Mais 7, c'est aussi le nombre de portraits. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un anthropologue sur Mars. C'est un livre écrit par Oliver Sacks en 1995. Et un des portraits est celui de Temple Grandin. C'est excessivement précieux à lire, vraiment, ou à relire. C'est très, très riche. Alors j'aurais pu dire aussi 27. 27 ans, parce que 1997, c'est l'apparition d'un des premiers ouvrages de Tony Attwood sur le syndrome d'Asperger. Et 27, c'est l'âge de l'héroïne de La différence invisible. Vous voyez, Julie Dachet. Alors, l'autisme, c'est à la mode. Moi, j'ai relu ça. À la mode, c'est une locution qui a valeur d'adjectif et qui signifie en vogue, au goût du jour, actuel, à ne pas confondre avec à la mode de, d'accord, qui signifie comme d'après, et en fonction de la chanson connue, à la mode de chez nous, effectivement. Alors, petite anecdote, il y a une étude qui est discutable, mais qui donne un peu une idée en termes d'importance, récente, 2022, qui estimait que près de 19% des patients d'une consultation psychiatrique générale, généraliste, présentaient de l'autisme. Et donc c'est un peu l'espèce d'écart entre l'autisme, c'est à la mode, et ce que suggèrent certaines études en disant sans doute peut-être qu'il y a une série de personnes autistes qui ne sont pas suffisamment identifiées comme telles. En termes de boutade, supposer qu'une personne en est arrivée après des difficultés généralement cumulées à s'interroger, à se reconnaître dans ce que la majorité des gens considèrent comme un trouble psychiatrique, à s'imaginer que c'est ça qui va les expliquer parce que c'est au goût du jour, est-ce que c'est bien raisonnable, vraiment? Alors les enjeux cachés, ignorance, défaut de connaissance, ou on en parle beaucoup de la formation initiale des professionnels qui est insuffisante. Ignorance, refus de reconnaissance, je pense qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. On peut aussi suggérer la complexité de la problématique, et c'est vrai que l'autisme, soit on l'aborde de manière assez simple, soit on se dit mais c'est finalement très complexe, mais la santé mentale c'est complexe, le bonheur c'est complexe, acte c'est complexe, il y a tas de choses qui sont complexes finalement. Ou alors est-ce qu'on est parfois dans une simplification des idées, et notamment qui est induit, imposé par le contexte social, le contexte médiatique, les séries, etc. etc. Voilà. L'autisme, c'est à la mode. Il y a sans doute là derrière des questions en termes de connaissance ou de reconnaissance, et aussi certainement un rapport au savoir. Première litanie. Deuxième litanie, un diagnostic, pourquoi? Alors, c'est très simple, moi j'adore ça de dire, il ne faut pas confondre, ou on confond toujours, le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Le pourquoi une cause, un sens, le pourquoi en deux mots, un objectif, une fin.
Et donc, dans les réflexions, plus ou moins répandues, le pourquoi en un mot, il y a un certain nombre de gens qui vont se dire, mais finalement, c'est un confort, c'est le confort d'une étiquette, surtout d'une étiquette parfois socialement plus acceptée que d'autres diagnostics. Je pense notamment à ces adultes chez qui on va identifier un trouble bipolaire, borderline, enfin peu importe. Après, les mêmes adultes vont dire oui, mais moi, ça m'ouvre à des perspectives. Surtout si j'ai un suivi depuis un certain temps et que ce suivi n'aboutit pas nécessairement à tous les résultats escomptés. D'autres vont dire mais c'est une justification. Ça justifie, et parfois les personnes elles-mêmes, ça justifie le fait d'être en burn-out depuis longtemps, de ne pas avoir réussi à garder un emploi ou de ne pas avoir des amis, etc., etc., etc. Ou est-ce que c'est par soulagement? Pourquoi? En 2 mots. Pour avoir justement une étiquette, je discutais comme ça avec dans un GLEM. Les GLEM, c'est les formations continuées pour les médecins. Et il y avait un psychiatre qui me disait, mais on est vraiment dans une époque où on cherche les étiquettes. Alors je ne sais pas pourquoi il disait ça, parce que moi j'ai cherché sociologie des étiquettes. Il y a très très peu de textes à ce propos. Et dans l'autisme, généralement, quand on parle d'étiquettes, c'est parce que les gens n'aiment pas le contact. Voilà. Moi, je pense plutôt qu'il y a une vraie volonté, un besoin profond, on y reviendra un tout petit peu sur la notion d'identité, que énormément de personnes que j'accompagne ont des questions identitaires et que l'autisme, par son fonctionnement intrinsèque, soulève des questions autour de l'identité. Alors, pour se réduire à un fonctionnement, je le dis parce que ça reste une critique des professionnels qui refusent, qui disent le diagnostic, à quoi bon? En même temps, des gens disent, oui, mais dans l'autisme en particulier, la neuroatypie sans doute aussi, de manière plus large, c'est une manière de se construire autrement à partir du moment où on comprend comment on fonctionne. Alors, un diagnostic, pourquoi? 2 enjeux principaux derrière ça. La fonction du diagnostic, qui est parfois un peu différente lorsqu'on parle de diagnostic précoce. Vous voyez, dans l'autisme, on a historiquement très fort insisté sur l'importance de poser un diagnostic précoce chez les jeunes enfants, et du diagnostic tardif, qui est un peu le constat actuel auprès des adultes, et notamment dans l'autisme sans déficience intellectuelle. Et puis d'autres enjeux, la notion d'identité. Alors, très rapidement, à propos du diagnostic précoce, plein de gens y voient un intérêt important, alors même s'il a fallu batailler historiquement, mais un intérêt pour comprendre, pour déculpabiliser aussi, notamment les parents. Alors c'est à la fois du passé et en même temps, ce sont des enjeux qui persistent malgré tout. C'est aussi l'idée de développer des compétences, de valoriser des spécificités avec ce présupposé parfois discuté quand même au niveau de certaines études. C'est plus on agit, on intervient de manière précoce, plus on va pouvoir développer certaines compétences des enfants autistes et notamment des enfants avec un retard de développement. L'anticipation des besoins, des difficultés, ça c'est peut-être plus vrai au niveau des enfants avec un peu plus de compétences et où le diagnostic est un peu plus tardif, vers 6-7 ans. Le soutien à l'inclusion, l'inclusion dans l'école, l'inclusion dans la société, etc., etc. Plein d'intérêts. Des dangers, finalement, peu. Les erreurs diagnostiques, mais on en parle très peu. La stigmatisation, on en parle un peu plus, mais peu de dangers versus beaucoup d'intérêts. Dans le diagnostic tardif, on aurait plutôt tendance à dire attention et à souligner davantage les dangers. Les erreurs de diagnostic, la stigmatisation, le fait de pouvoir ou de devoir porter un diagnostic, c'est compliqué. Alors que beaucoup d'adultes vont souligner tous les intérêts autour de compréhension, etc., etc. L'identité. Alors, 2 minutes simplement sur l'importance ou la particularité de cette question identitaire dans l'autisme.
de manière générale, l'identité, notre identité, elle se construit à travers différents processus. Un des processus, c'est le ressenti de la personne elle-même. Je me sens. Comment je me sens? Comment je me sens bien? Comment je me sens? Comment je comprends mes limites de mon corps? Comment je perçois mes besoins? Comment je perçois mes envies? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir? Ce sont des questions entre guillemets banales pour la majorité des personnes neurotypiques, beaucoup plus compliquées pour les personnes autistes, en lien avec leurs fameuses compétences émotionnelles, pas toujours simples, hein, en lien aussi avec les particularités au niveau sensoriel, les aspects proprioceptifs, la perception de son propre corps, les deux choses se renforçant l'une l'autre. Donc ça, c'est une difficulté en soi. Il y a un autre processus qui est je me construis en fonction de ma comparaison aux autres. Alors là, c'est vachement compliqué, là, hein, vraiment, parce que généralement, en tout cas moi d'expérience, les personnes autistes, elles se sentent différentes, plus ou moins tôt. Hein, je parle des personnes autistes sans déficience intellectuelle, elles se sentent différentes plus ou moins tôt. Quand je dis plus ou moins tôt, certains disent dès l'école maternelle, d'autres dès l'école primaire, certains vont dire un peu plus tard, mais en tout cas c'est tôt. Après, en quoi? Ça c'est vachement plus compliqué. On est différent, mais on ne sait pas exactement en quoi. Et là, il y a parfois toutes des stratégies qui sont mises en place, plus ou moins conscientes, plus ou moins inconscientes, pour gommer ces différences, hein, ce que certains appellent les stratégies de camouflage. Je ne remets pas en question l'idée de camouflage, je trouve que le mot n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien choisi, parce que la personne autiste qui ne se sait pas autiste ne se camoufle pas pour ne pas paraître autiste. Ça n'a pas beaucoup de sens. Hein, comprenez. Mais les stratégies sont là, pour ne pas paraître différent. Et puis, il y a tout ce processus d'appartenance, c'est-à-dire que je construis mon identité en fonction aussi des groupes auxquels j'appartiens. Et ça c'est aussi compliqué pour les personnes autistes parce qu'elles appartiennent, elles développent des stratégies pour appartenir à des groupes vis-à-vis desquels elles se sentent différentes. Hein. Et donc, tous ces processus qui sont un peu bancaux, ça se dit banco? Oui, hein. Oui, voilà. Qui sont un peu pas équilibrés. C'est plutôt... Ouais. Enfin, voilà. Imparfait. Ces processus imparfaits, finalement, fragilisent la notion même d'identité. Donc, il n'est pas rare que les adultes qui n'ont pas été diagnostiqués ont traîné comme ça des questions identitaires et reviennent au moment du diagnostic avec ces questions identitaires. Troisième litanie, nous sommes tous un peu autistes. Alors, c'est une que je préfère. Ça renvoie quand même à des sous-questions. C'est qu'est-ce qu'on entend par neuroatypie? Avec une question sous-jacente, c'est une neuroatypie, est-ce que c'est une différence quantitative ou qualitative? Est-ce qu'on est sur un continuum? C'est l'histoire du haut potentiel, hein. Voilà, on est sur un continuum. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la bifurcation? C'est notamment Motron, hein, Laurent Motron qui parle de bifurcation. Voilà. Après, dans la neuroatypie, mais ça on n'aura pas du tout le temps d'aborder, c'est quelles sont les dimensions qui sont impactées quand on parle de neuroatypie, sont impactées dans l'autisme. Alors, voilà, je ne vais pas vous embêter avec ça, j'en parle suffisamment par ailleurs, mais moi j'aime bien cette idée de Varela. Varela, c'est un chercheur, c'est un biologiste décédé, mais qui faisait la distinction entre organisation et structure, en disant une organisation, c'est une entité d'éléments qui s'articulent entre eux. L'exemple que je prends toujours, c'est la bicyclette. Comment est-ce qu'on repère que c'est une bicyclette? On repère que c'est une bicyclette parce qu'il y a des roues, parce qu'il y a un cadre. Voilà. Et après, la structure, c'est la manière dont ces éléments s'articulent les uns avec les autres. Mais on peut avoir des bicyclettes différentes. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleues, etc. etc. Voilà. Ça, c'est une question fondamentale
différence qualitative versus différence quantitative. Quand on est dans une différence quantitative, on est dans une organisation différente. Quand on est dans une différence qualitative, on est dans une structure différente. Et fondamentalement, en tout cas moi c'est ce que je pense, mais je ne suis pas le seul à penser ça, c'est que dans la neuroatypie, on est dans des différences. Oh, c'est faux ça, c'est qualitative. Hop, on est dans une différence qualitative, une organisation différente. Il faut inverser. Il y a une petite erreur sur le schéma, je suis désolé. Mais oui, vous sembliez bien, c'est bien. Voilà. Merci d'avoir repéré ça. Alors, c'est une autre question sous-jacente, parce que je pense qu'il n'y a pas que les neuroatypies qui amènent des différences qualitatives, mais ça va induire plein de questionnements sous-jacents. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas un peu autiste, ou on est autiste complet, ou on n'est pas autiste. Alors on peut être un peu timide, ça oui, mais toutes les personnes autistes ne sont pas timides. On peut être un peu sensible au bruit, ça oui, mais toutes les personnes autistes ne sont pas nécessairement sensibles au bruit, elles ont des hypersensibilisés. Mais on est totalement autiste et pas un peu autiste. J'y reviendrai en fin, mais il y a les différences sous-entendues, et puis il y a alors la notion d'autre et de la rencontre de l'autre. Alors, en termes de boutade, différence neuroatypie. Est-ce qu'un camion est un peu une bicyclette? Est-ce qu'un marteau est un peu un tournevis? Est-ce qu'un chat est un peu un caméléon? Ça, c'est une question liée à ce qu'est une neuroatypie et les enjeux sous-jacents. Par rapport à la rencontre de l'autre, c'est est-ce qu'un camion peut faire attention à une bicyclette? Est-ce qu'un marteau peut être complémentaire à un tournevis? Est-ce qu'un chat peut s'entendre et communiquer avec un caméléon? Ou inversement? Je vous laisse lire un commentaire d'Estelle. J'en ai plein comme ça. Et je vous avoue que quand je fais une intervention comme ça, je prends ceux de la semaine précédente. Mais Estelle qui dit, voilà, moi, quand j'ai commencé à lire à propos de l'autisme, j'étais pour une fois dans un soulagement parce que j'avais une explication qui répondait à toutes mes questions. Intuitivement, j'en avais marre de ce que je considérais comme des efforts. Je ne me sens pas comprise par les 99% des gens. Je fais une parenthèse, mais certaines études disent qu'il y a plus de personnes autistes que 1%. Donc peut-être que c'est 97%. Je pense que c'est de là que vient la fatigue actuelle. Je ne fais que slalomer pour que ça se passe. Et je sais qu'un certain nombre d'adultes autistes et certaines personnes parmi vous vont se retrouver là-dedans. Quatrième litanie, vous, autistes, non jamais. Les enjeux sous-jacents, c'est à la fois la question du savoir, à la fois la relation entre le professionnel de la santé et un patient qui n'est pas malade. Je dis qui n'est pas malade parce que ça, c'est un autre enjeu, c'est est-ce qu'on considère l'autisme comme un trouble, ou est-ce qu'on considère l'autisme comme une neuroatypie? Voilà. Alors, de manière caricaturale, je ne sais pas prononcer ce mot, dans la relation entre le professionnel de la santé et le patient, il y a 3 types de dynamiques possibles. Généralement, soit le professionnel considère qu'il détient le savoir, c'est l'approche directive, soit le professionnel partage le savoir, c'est l'approche communicationnelle, soit le professionnel ne détient qu'une partie du savoir, et alors c'est une approche négociée. C'est caricatural, évidemment. Généralement, la majorité des professionnels essayent de marier ces 3 dynamiques, mais inversement, les patients, entre guillemets, ne veulent pas nécessairement être dans une approche négociée. Ils ont besoin aussi du savoir acquis, rassurant du professionnel.
Cela étant, dans l'autisme, et dans l'autisme notamment adulte sans déficience intellectuelle, qui détient le savoir? Quand j'ai l'occasion d'accompagner des professionnels, voilà, notamment dans des formations, je les préviens, je dis, vous êtes confrontés avec des adultes qui en connaissent beaucoup plus que vous sur l'autisme. Parce que c'est devenu à un moment donné leur intérêt spécifique. Parce qu'à un moment donné, ils ont lu tout. Alors, ils n'ont pas raison sur tout, mais ils ont une connaissance qui est souvent très, très pointue par rapport à ça. Il faut faire avec. Et donc, on ne peut pas être dans une espèce de croyance que l'on détient le savoir. Ça n'est pas vrai. Voilà. Petite nuance, hein, ce n'est pas possible, ce n'est pas crédible, je ne vous crois pas, je ne le crois pas. Sous-entendu, celui qui a fait le diagnostic. Pourquoi devriez-vous me croire? Voilà. Est-ce que vous devez croire que la Terre est ronde? La Terre n'est pas ronde. Elle n'est pas tout à fait ronde, la Terre. Je ne vous demande pas de me croire, je souhaite que vous m'écoutiez, que vous m'entendiez. Si ce n'est pas le cas, assumez que vous ne le vouliez pas. Je ne sais pas s'il faut un « i ». Ne reportez pas sur moi votre incapacité ou votre refus. C'est important. Je pense, voilà, ces mots viennent d'une personne que j'accompagnais, qui avait annoncé son autisme à son médecin traitant et qui lui a dit « je ne vous crois pas » et qui lui a fait une lettre joliment tournée en lui expliquant qu'elle ne lui demandait pas de le croire, de la croire. Alors, 5e litanie. L'autisme féminin, ça n'existe pas. Je me permets d'en parler parce que je pense à notamment des professionnels entre guillemets spécialisés dans l'autisme qui disaient ça à propos de patients ou aux patients simplement. Alors, il faut revenir à l'histoire de l'autisme. Hein. Je sais que le modèle, il est masculin, mais il faut un tout petit peu pondérer les choses. L'article original de Hans Asperger, hein, d'où vient le syndrome d'Asperger, c'est 4 enfants. 4. Et donc, même si ça a orienté beaucoup de perceptions de recherche, ça n'est que 4 enfants. Léo Kanner, c'est 11 enfants, dont 8 garçons. En 2005, on estimait que le sexe ratio dans l'autisme homme-femme était de 4 garçons pour 1 fille. En 2016, on est à 2 femmes pour 1 homme. Alors, l'autisme féminin n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de femmes autistes qui n'existent pas. Cela étant, il y a plusieurs raisons qui, au moment, dès les années 2000, hein, qui ont suggéré que les femmes autistes étaient sous-diagnostiquées, notamment parce qu'il y avait des pathologies, des difficultés associées à l'autisme qui prenaient le pas, hein, notamment les aspects dépressifs, les aspects émotionnels qui prenaient beaucoup de place, qu'il y avait aussi une recherche consciente ou inconsciente d'observation. On cherchait les comportements entre guillemets plus masculins, hein, les fameux dinosaures, les Legos. Moi, j'ai plein d'adultes femmes autistes, j'accompagne, qui n'y connaissent rien aux dinosaures, vraiment. Il y a l'inadaptation de certains outils, hein, des outils très connoté autisme, hein, je pense à la DOS, mais là on ne va pas rentrer dans des choses trop pointues. Et puis il y a surtout une surmédiatisation des caractéristiques entre guillemets masculines. Et ça c'est vrai. Je veux dire, entre l'autisme féminin et l'autisme masculin, c'est plus simple de montrer à la télévision une personne autiste qui collectionne les dinosaures ou qui connaît le dictionnaire par cœur. Voilà. Cela étant, et je pense que c'est important d'entendre, certaines personnes s'inquiètent et elles ont raison, hein, en tout cas dans une certaine mesure.
peut-être d'un surdiagnostic d'adolescents, d'adultes, autistes sans déficience intellectuelle. Ça, c'est une autre litanie. Et puis, d'autres, de manière un peu plus précise, vont pointer une hétérogénéité qui augmente. C'est-à-dire que au niveau neurocognitif, par exemple, le profil autisme masculin mettait en évidence une grande homogénéité de certains fonctionnements neurocognitifs, et donc certains regrettent que cette homogénéité se perd. C'est notamment le cas de Laurent Motron, et, qui a écrit un article autour de ça, en soulignant toute l'importance, selon lui, d'identifier une prototypicité en autisme, c'est-à-dire de revenir, grosso modo, au tableau autistique qui ont notamment été décrits dans les articles originaux. C'est une vraie question, hein, ça. Autant je trouvais Laurent Motron très pointu sur des tas de choses, autant là, c'est troublant. C'est troublant parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fondamental et qui loupe, c'est le besoin d'accompagnement. C'est-à-dire que les personnes qui demandent un diagnostic, ils ne demandent pas une étiquette, ils ne demandent pas de rentrer dans une case. Ils viennent avec des besoins. Ils viennent avec une nécessité de comprendre. Et donc, parler de l'autisme en termes de « il y a des vrais et des faux autistes », c'est quand même rater un peu quelque chose qui est essentiel, qui est le besoin, l'accompagnement, et bien entendu que dans cette organisation autistique, il y a des structures, des fonctionnements différents. Mais c'est là-dessus d'ailleurs qu'il faut travailler, parce que c'est aussi là-dessus qu'il y a des ressources ou des difficultés à dépasser, et on peut utiliser par exemple la thérapie ACT, ça marche vraiment bien, jusqu'à un certain point. Alors, il ne faudrait pas que l'autisme devienne une excuse. Ça aussi, hein, ça mériterait un très 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 long développement. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à ce niveau-là. Il y en a une sur laquelle je vais passer très très rapidement, mais qui est pourtant la plus intéressante. Mais c'est assez compliqué à développer. Et puis il y en a une qui est plus imagée. Voilà. Alors, le premier niveau, c'est quand ça vient du proche. Il ne faut pas que l'autisme devienne une excuse. Parce que ça, c'est un vrai questionnement, vraiment. À la fois, la personne autiste va comprendre comment elle fonctionne. Ce qui est très fréquent, c'est que juste après le diagnostic, il y a une rigidification des symptômes. Vraiment, vraiment, vraiment. Plein de gens me disent, mais... Tout prend trop de place, les bruits, la lumière, voilà. Je me sens de moins en moins capable. C'est un peu le témoignage de Noël qui est la compagne d'un monsieur diagnostiqué récemment et qui dit tout s'est rigidifié, tout. Et alors lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, maintenant tu sais comment je suis. Tu n'as qu'à faire des efforts. Et alors ça coince, quoi. Voilà. Alors je comprends, hein, mais ça coince quand même. Vraiment, vraiment. Parce qu'elle a fait des efforts aussi. Hein, dans ce cas-ci, c'est un couple qui sont ensemble depuis une vingtaine d'années, je pense, comme ça, à la louche. Alors même s'il n'était pas autiste, jusqu'au diagnostic officiel, il était quand même autiste avant. Et donc, vivre avec une personne autiste, il y a des avantages et il y a parfois, reconnaissons-le, des petites difficultés quand même. Hein, il faut. Donc voilà, ça mérite vraiment un long développement. Je ne vais pas insister, mais vous voyez un peu. Après, il y a la notion d'inclusion, d'intégration. Alors, très rapidement, hein, vous voyez, hein, dans l'histoire du handicap, on est passé de l'exclusion à l'intégration et puis à l'inclusion. L'intégration, c'est on est tous là et on donne une place aux personnes un peu différentes, mais voilà. L'inclusion, c'est on est tous mélangés. Et finalement,
on construit un environnement social, au sens large du terme, qui permet à tout le monde d'avoir sa place. Voilà, moi je rappelle parfois, ou j'annonce simplement que j'ai travaillé longtemps dans le domaine du handicap, et notamment sur des questions d'intégration, d'inclusion. Voilà, il y a des choses que je disais il y a au moins 25 ans et que je pourrais répéter aujourd'hui, tellement les choses ont peu avancé par rapport à ça. Et pourtant, l'enjeu de la neuroatypie, ça va encore au-delà. C'est la notion de neurodiversité. Et ça, c'est super impressionnant. Ça, c'est génial. C'est de dire, il ne faut pas se mélanger, il faut dire, utilisez les autistes pour rêver des choses différentes. Dites-vous que, voilà, ils sont un peu barges, mais le côté barge fait qu'ils vont présenter des choses, voir des choses différemment. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est vachement précieux. C'est ça, l'enjeu de la neurodiversité. Alors, je ne suis pas dupe, mais vous voyez, si je prends l'aspect professionnel, réfléchir en termes d'intégration, de valorisation des rôles sociaux, c'est de se dire, tiens, je permets à la personne autiste de porter un casque, comme ça, elle n'est pas embêtée et tous les autres, ils peuvent parler autour. Mais si je réfléchis en termes de neurodiversité, là, je me dis, tiens, en quoi mon environnement professionnel, il est soutenant ou pas des capacités de chacun, à la fois à communiquer, mais à la fois à être attentif, etc., etc. Et là, je rentre dans quelque chose qui va être, me semble-t-il, un tout petit peu plus précieux. Alors là, l'autisme, il ne devient pas une excuse, il devient un atout. De toute façon, ça ne change rien, 7e litanie. Ça ne change rien à quoi ? Au regard que vous portez sur moi, au regard que je porte sur moi, à ce que vous comprenez de moi, à ce que je comprends de moi. Ça, ce sont les mots de John, hein, je vous les laisse lire, mais pour résumer, John, il a été diagnostiqué il n'y a pas très longtemps, et lui-même, il dit, ça ne va rien changer. Et donc, j'ai été étonné, et donc j'essaie de lui faire comprendre que ça va tout changer. Mais pourquoi est-ce qu'il va me dire que ça n'a rien changé ? Parce que John, en termes de ressenti, d'émotion, de perception, d'envie, c'est un peu une bulle. Il a très très peu d'accès à ce qui va être moteur pour lui. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est de lui dire, mais vous avez peu d'accès à ça. Et donc, il va falloir qu'on trouve des moyens pour que vous accédiez davantage à vos besoins, à identifier vos émotions, pour que vous trouviez du sens. Et qu'en trouvant du sens, vous allez orienter votre vie, au sens large du terme, vers des choses qui sont plus sympas. Par contre, Clotilde, elle dit, ça doit tout changer. Sauf que, elle en a parlé à son psychiatre, excusez-moi pour les psychiatres présents, qui lui a dit, je ne suis pas sûr, vous soyez autiste, de toute façon, ça ne va rien changer. Et elle n'a rien dit, mais elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Et lui disait, mais de toute façon, vous avez un trouble anxieux. On sait que l'anxiété est associée à l'autisme, mais ça n'explique pas tout le reste. Et c'est là où il y a, à un moment donné, tout un accès à des possibles différents. Alors, oui, l'autisme, ça change tout. L'enjeu derrière, c'est vraiment reconnaître le singulier, valoriser le singulier. Je dois réapprendre à vivre tous les jours avec qui je suis, savoir comment je fonctionne. C'est Virginie qui me disait ça. Ça renvoie à une phrase que j'entendais dans le livre de Frédéric Lenoir. Être libre, c'est être profondément soi-même. Mais être soi-même, c'est répondre aux déterminations de sa nature. Et en fait, c'est Lenoir qui relie Spinoza. C'est intéressant. Hein ? Cette litanie.
L'autisme, c'est à la mode, un diagnostic. Pourquoi? Nous sommes tous un peu autistes. Vous, autistes, non, jamais. L'autisme féminin, ça n'existe pas. Il ne faudrait pas que l'autisme devienne une excuse. De toute façon, ça ne change rien. Cette litanie, puis des enjeux. La reconnaissance, l'identité, l'altérité, sa rencontre. Le savoir, le pouvoir, la relation au savoir et au pouvoir, les besoins et l'accompagnement, la neurodiversité, la notion du singulier. Alors voilà, en guise de préambule ou de prélude, une réponse possible à une ou à ces litanies. Je suis autiste. Vous ne pouvez ignorer l'autisme. Vous ne pouvez ignorer mon autisme. Vous ne pouvez m'ignorer. L'autisme est identité et altérité. L'autisme fait partie de mon identité. Il qualifie ma neuroatypie. Je suis atypique. Apprenez à me connaître. Apprenez à connaître mon autisme. Considérez combien l'autisme et la neurodiversité peuvent être une opportunité. Nous avons tous à y gagner. C'est parce que je me sais autiste et que je respecte mon autisme que j'apprends à connaître et et à comprendre qui je suis et que je parviens à me réaliser. Je me réaliserai avec ou malgré vous. Cela dépend de nous. Merci. Vous avez dit on est autiste tout à fait ou on ne l'est pas, mais quelle est la différence entre le trouble du spectre autistique, donc les personnes autistes, et les traits autistiques? Il me semble qu'il y a une différence dans le DSM-5, mais je ne sais pas. Je me trompe peut-être, mais on ne parle pas de traits autistiques dans le DSM, hein. Nulle part. Voilà. Alors après, la notion de trouble du spectre autistique, elle a apparu avec le DSM-5. Hein. Avant, on parlait de trouble envahissant du développement. Le fait que l'on parle de spectre, c'est un peu l'histoire de la structure. C'est-à-dire qu'on présente de l'autisme, on est autiste, et puis on présente une structure de fonctionnement qui est un peu différente. C'est-à-dire qu'on va présenter des particularités au niveau de la notion, par exemple des particularités au niveau de l'interaction, de la communication, qui va varier d'une personne à l'autre. Voilà. L'autre aspect, la notion de trouble ou pas de trouble, toutes les personnes autistes ne sont pas diagnostiquées. Hein. Il y a des tas de personnes autistes qui ne sont jamais diagnostiquées. Il y a des tas de personnes autistes qui sont bien. Il y a des tas de personnes autistes qui enrichissent excessivement la société. Donc, parler de troubles, c'est un peu réducteur. Après, il y a une série de personnes autistes qui présentent des difficultés, qui ont, au niveau social, au niveau relationnel, au niveau de l'emploi, etc., etc. Voilà. Je ne sais pas si je réponds suffisamment clairement. Non, mais écoutez, moi personnellement, je ne parle jamais de traits, ça ne veut rien dire. Hein, voilà, ça ne veut rien dire pour moi, avoir des traits autistiques. Et quand on vous dit ça, surtout si c'est un professionnel, vous dites, je ne comprends pas. Dites-moi, ça veut dire quoi un trait? Je comprends qu'un trait, c'est comme ça, mais un trait autistique, c'est comment? Comme ça? C'est quoi? Mais j'ai bien compris, hein, c'était une tendance. J'ai bien compris que c'est une tendance, c'est une caractéristique. Mais ça, c'est nourri de représentations. C'est-à-dire quand on dit vous avez un trait autistique, on va vous dire vous êtes un peu timide ou vous communiquez pas très très bien. Et donc ça ne veut rien dire. Voilà. Enfin pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si je suis suffisamment explicite. Alors, en plus, ça ne sert à rien. Au mieux, ça crée de la confusion. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de parents qui, par exemple, vont venir en disant on m'a dit que mon enfant avait des traits autistiques. Voilà. Donc, si vous prenez... Je vais parler d'autre chose. Vous avez des enfants, des adultes qui ont un trouble du spectre psychotique. Eh ben, ils ont des traits autistiques, si on va jusque-là. Ils ont des difficultés dans certains aspects qu'on pourrait retrouver dans l'autisme. Ça va ?
Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes du coup autistes, comme vous dites, qui bénéficient de la société, qui font leur vie tranquillement sans jamais ressentir besoin d'un diagnostic, et puis d'autres qui ont des grosses difficultés et qui n'arrivent pas à accomplir ce qu'elles désirent accomplir en fait? Ah, ça c'est c'est vache ça comme question. Mais vous avez, enfin, il y a plein de facteurs qui vont participer à ça. Hein. Il y a un contexte social, relationnel, historique qui va faciliter les choses. Je vais prendre un exemple un peu bateau, mais vous avez des personnes autistes qui vont choisir une orientation professionnelle qui va leur correspondre, a priori, et qui vont avoir la chance de tomber dans un emploi chez un employeur qui ne va pas les solliciter à la limite de là où ils vont avoir du mal. Oui. Et donc, ils trouvent un équilibre. Voilà. En plus, bonheur ou malheur, ils tombent sur un homme, une femme, un compagnon, une compagne qui leur correspond. Et donc, en plus, ils se créent à un moment donné une famille. Et donc, ils rentrent dans un canevas qui fait que les choses se passent. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'opportunité. Ça, c'est un aspect de la chance, effectivement. Après, il y a, chez des personnes autistes, des choses qui sont plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Vous avez des profils qui sont un peu différents. Alors ça, c'est un autre débat. Mais si, par exemple, s'ajoute, ce qui est quand même fréquemment le cas, mais une grande désorganisation, avec des grosses difficultés attentionnelles, ben ça fragilise un peu. Si l'anxiété est plus ou moins importante, c'est un facteur d'une autre fragilité, etc., etc. Voilà. Donc il y a à la fois les fragilités possibles et puis à la fois les rencontres qui vont ou compenser ou permettre à la personne de se déployer. Ça va ? Je pense qu'on est globalement dans cette salle d'accord avec le fait que l'autisme n'est pas une maladie. Et si ce n'est pas une maladie, le terme diagnostic est-il bien choisi ? Est-ce qu'on diagnostique le sexe de l'enfant ? Est-ce qu'on diagnostique l'homosexualité ? Est-ce qu'on diagnostique le fait d'avoir les yeux bleus ou bruns ou verts ou pas de la même couleur pour les deux ? Donc voilà, finalement, on est en train de balancer entre deux questions qui sont un peu qui suis-je et qu'est-ce qui m'arrive ? Et le fait de mélanger ces deux questions-là, évidemment, va poser des difficultés d'ordre identitaire et d'ordre thérapeutique. Non, hein. Non, ça c'est présenter le problème à l'envers. C'est vraiment présenter le problème à l'envers. Il y a un principe de réalité. Hein. Moi, je veux dire, quand je parle de neurodiversité, quand je dis que l'autisme, c'est pas une maladie, je suis dans l'utopie. Alors même si mon utopie est réelle, je suis dans l'utopie. Les gens qui viennent consulter, ils sont pas bien. Hein. Voilà, ils sont pas bien. Et donc, ils viennent chercher alors, un diagnostic, une explication, peu importe. Il ne faut pas s'arrêter sur les mots, évidemment. Ce n'est pas très intéressant, ça. 99,8% des personnes qui viennent qui me consultent sont des gens qui ne sont pas bien. Les 0,02%, c'est quoi ? C'est des parents d'enfants autistes qui se disent moi, je pense à quelqu'un comme ça, voilà, 60, 65 ans, il a fait carrière, il est bien, et son épouse le trouve un peu solitaire, mais lui, il est bien. Hein, voilà, et donc, il vient par intérêt intellectuel, c'est tout. Les autres, c'est difficile. Quand moi, je pose un diagnostic, je ne parle pas d'autisme, je parle de TSA. Pourquoi ? Parce que socialement, culturellement, au niveau des autres professionnels, c'est un trouble, et donc il ne faut pas non plus, il faut pas se tromper de combat. Voilà. Alors après, les questions identitaires, elles sont bien en dessous du diagnostic. C'est pas parce qu'on utilise un mot pour un autre, je comprends cette idée, mais que la question de l'identité n'est pas là.
Voilà, il ne faut pas poser la question dans ce sens-là. Et la dynamique, elle est inversée, véritablement. Voilà. Les descriptions de l'autisme ont beaucoup évolué avec le temps, et le syndrome d'Asperger, qui maintenant n'existe plus vraiment. Enfin, mais du coup, pour vous, c'est quoi l'avenir du TSA, en fait? L'avenir? Oui, dans le sens, est-ce que on va retrouver une sous-catégorisation selon des principes biologiques, ou est-ce que on va rester sur ce diagnostic? Est-ce que ça va disparaître, ça va être modifié? Enfin, vous avez une idée du futur? Moi, je n'ai pas d'idée. Il y a des tiraillements par rapport à ça. Donc, vous avez des gens qui vont insister sur le fait de revenir à un autisme entre guillemets plus typique, notamment Laurent Motron. Vous avez des gens qui vont tirer plus du côté de la neuroatypie. Mais la neuroatypie, c'est une histoire. On parle de neuroatypie en rassemblant voilà, les troubles 10, les troubles attentionnels, l'autisme, en disant qu'il y a sans doute peut-être une familiarité entre ces difficultés, sans que ce soit très très clair, mais avec l'idée quand même qu'il y a effectivement souvent des personnes qui présentent des particularités qui sont associées. Voilà, on sait par exemple 50% des personnes autistes ont des difficultés attentionnelles. Après, moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, tiens, si on prend l'autisme, moi je prétends vraiment pas bien maîtriser le truc, mais c'est le seul truc que je maîtrise un peu quand même, c'est dans l'autisme, comment est-ce qu'on peut expliquer certains profils différents, mais en quoi est-ce que expliquer les profils différents va être utile? Et ça, aujourd'hui, quand je dis utile, c'est utile pour les gens. C'est utile en termes de, effectivement, je comprends mieux comment je fonctionne et je comprends mieux sur quel levier je peux éventuellement agir pour me déployer, me réaliser mes valeurs, pour refaire référence à ce qu'il disait à propos de la thérapie ACT, etc., etc. Ça, pour moi, ça c'est un enjeu important. Mais ce n'est pas nécessairement celui qui mobilise le plus, parce que y a je pense, au niveau de l'autisme, il y a deux grands débats qui vont s'opposer. Il y a des gens très dans la recherche et qui vont gratter et identifier des choses qui finalement ne sont pas toujours très pragmatiques ou utilisables. Et puis, il y a les gens qui sont davantage concernés par la question au sens qu'elles sont autistes ou qu'elles ont un proche autiste et qui, eux, vont chercher ou des outils et parfois glissent dans des interprétations qui sont trop simples ou trop faciles. Enfin voilà, pour moi c'est ça. Mais je n'ai aucune compétence visionnaire. Divinatoire. Divinatoire, vraiment aucune.